Merci Marina. Juste pour faire des petites précisions, donc on est en 3e année d'école d'ingénieur, donc à Bordeaux Sciences Agro, et dans la spécialité agrogère, donc agroécologie et gestion des ressources. Donc certains d'entre nous sont en alternance, et pour ma part, je suis également en alternance à l'association justement agroécologique de Carboy. Donc pour cette présentation de la faune du sol, on a décidé de commencer par une définition du sol qui dit que c'est le produit de l'altération, du remaniement et de l'organisation des couches supérieures de la croûte terrestre sous l'action de la vie, de l'atmosphère et des échanges d'énergie qui s'y manifestent. Donc pour un sol qui fonctionne, entre guillemets, il faut bien prendre en compte 2 éléments, donc les micro-organismes et la faune, tout en ayant en tête que les micro-organismes s'occupent de la plupart de la majorité de la minéralisation, et la faune, quant à elle, s'occupe plus des actions de stimulation, de bioturbation et de dispersion. Voilà, donc ainsi, grâce aux actions de la faune, le travail des micro-organismes est facilité. Et donc ces processus stimulent la minéralisation microbienne et influencent les dynamiques spatiales et temporelles. Donc les processus que je viens d'énumérer ici, on les retrouve bien dans la définition via les termes action de la vie, donc, qui est voilà, comme je viens de le dire, faite par la faune du sol. On détaillera un peu plus tard avec mes collègues sur certaines de ces actions. Et pour prendre un peu de recul, je vous ai mis un graphique ici avec 2 diagrammes. Donc la partie en noir, c'est la part de la faune en noir à gauche, du diagramme de gauche, c'est la part de la faune du sol dans la biodiversité mondiale. Et à droite, vous avez la part relative des principaux taxons au sein des communautés du sol et à travers le monde. Donc toute la partie en blanc, en fait, c'est les insectes qui occupent une bonne partie de ces communautés. Et donc maintenant, je vais laisser la parole à Oriane qui va prendre la suite. Donc dans un premier temps, on va voir les principaux taxons. Alors, on ne m'a pas expliqué comment ça marche. C'est pas la bonne. Là, c'est mieux. Donc le sol, comme on l'a dit juste avant, c'est un milieu qui est très densément peuplé, un des plus peuplés de la biosphère, puisque dans 1 mètre carré de terre, on trouve plus d'1 milliard de bactéries, des centaines de milliers de structures fongiques et des milliers d'invertébrés. Donc à l'échelle d'1 hectare, ça va représenter jusqu'à 15 tonnes de biomasse vivante. Cette biodiversité, elle est extrêmement variée. Elle va inclure les bactéries et les archées, dont la diversité génétique est immense. Les champignons, depuis les levures et jusqu'au au réseau mycélien étendu. On a aussi les protistes, qui sont souvent oubliés, mais très abondants. Les nématodes sont présents par des centaines d'espèces qui cohabitent dans un même sol. On a aussi la mésofaune, donc avec les colamboles et les acariens, et qui sont représentés par de multiples familles spécialisées. Enfin, la macrofaune, elle regroupe, donc les lombriciens, les myriapodes, les larves d'insectes et d'autres ingénieurs du sol. L'idée essentielle qui est illustrée par les ordres de grandeur et la stratification que vous voyez ici, c'est que le sol, c'est pas seulement riche en organismes, il est structuré en couches de vie imbriquées, dont l'organisation spatiale et la diversité, elles vont constituer donc le socle de son fonctionnement. Et donc, avec ces différents taxons que Oriane vient de vous décrire, donc ces différents taxons, ils s'organisent. Ces différents taxons, ils s'organisent en un réseau complexe d'interactions alimentaires au sein du sol que l'on nomme le réseau trophique. Et donc, à la base de ce réseau trophique, on trouve tout ce qui est producteur primaire, comme les organismes photosynthétiques, comme par exemple les plantes. Ensuite, donc, ces organismes photosynthétiques, ils vont produire de la matière organique. Cette matière organique, ainsi que les résidus et métabolites issus des plantes, des animaux et des micro-organismes, est consommée par les décomposeurs comme les bactéries, les champignons saprophytes et certains protozoaires. Ces décomposeurs sont eux-mêmes consommés par des brouteurs ou consommateurs de micro-organismes, tandis que les prédateurs de niveau supérieur comme les nématodes ou arthropodes régulent ces populations. Ce réseau, il inclut aussi des mutualistes comme des champignons mycorhiziens, comme on en a parlé ce matin,
qui améliore l'absorption des nutriments par les plantes et des pathogènes aussi ou des parasites qui affectent la santé des plantes ou d'autres organismes. Ainsi, l'ensemble de ces interactions permet le recyclage des nutriments, la structuration du sol et le maintien de la biodiversité et constitue donc un système clé pour la santé des écosystèmes terrestres. Maintenant, je vais laisser Maëlle prendre la parole et vous détailler les fonctions de ces différents taxons. Donc, sur ce schéma sont représentés les différents services écosystémiques que la faune du sol peut rendre à l'homme. Donc, parmi eux, on retrouve la régulation biologique, donc des micro-organismes, par exemple, comme les champignons pathogènes, ou de la microfaune, comme les nématodes, qui peuvent être opérés, par exemple, par les colamboles ou les acariens prédateurs, mais aussi la régulation biologique des populations d'insectes ravageurs. Donc, par exemple, on retrouve les nématodes parasites qui s'attaquent à des formes larvaires de coléoptères comme les charançons, ou encore les carabes ou les araignées qui prédatent les limaces ou les pucerons. La faune du sol joue aussi un rôle essentiel dans le recyclage des nutriments et dans l'amélioration de la structure du sol, donc par exemple via production et stabilisation des agrégats par les lombriciens. Et donc finalement, que ce soit directement ou indirectement, la faune va permettre une augmentation de la production primaire des végétaux. Donc une méta-analyse de 2014 sur une soixantaine d'études publiées entre 1910 et 2013 a démontré que la présence de vers de terre augmentait de 25% le rendement et de 20% la production de biomasse des végétaux dans les agrosystèmes. Donc. Et enfin, donc la faune du sol va jouer un rôle majeur dans les processus de dégradation de la matière organique. Et donc on va s'y intéresser de plus près. Donc la dégradation de la matière organique, c'est l'ensemble des processus qui permet à la matière fraîche, donc des détritus végétaux, déjections animales, de passer sous forme minérale assimilable par les plantes. Et donc ça se déroule en différentes étapes. Donc on retrouve la lixiviation des composés solubles, une fragmentation des éléments et un brassage du sol, des étapes de minéralisation, qu'elles soient primaires ou secondaires, et enfin de l'humification. Et donc la faune du sol va permettre de jouer va permettre d'influer sur ces différents processus, que ce soit donc directement ou indirectement. Par exemple, la fragmentation est principalement opérée par la mésofaune et la macrofaune détritivore, donc parmi lesquels on retrouve les colamboles, les isopodes, les lombriques. Elle permet un découpage grossier des matières fraîches afin de rendre les molécules plus facilement accessibles donc pour les micro-organismes. Une étude de Bachelier, qui est maintenant un peu datée, de 1970 je crois, a montré que la présence de vers de terre augmentait de 50 à 200 fois la surface et donc le nombre de sites attaquables pour les micro-organismes. Ensuite, la faune du sol va permettre un brassage et une incorporation des fractions minérales et organiques. Donc ça va donc permettre une remontée en surface des fractions minérales et un enfouissement en profondeur des horizons organiques. Et de nombreuses études insistent sur le rôle des lombriques dans ces déplacements de matière qui peuvent aller jusqu'à 15 à 35 tonnes par hectare et par an. Et enfin, la faune du sol va être un élément facilitateur de l'humification et de la minéralisation. Donc pour rappel, l'humification, c'est un processus de transformation de la matière fraîche en humus, donc matière organique stable et complexe. Donc celle-ci est opérée par les micro-organismes, mais la faune va permettre, entre autres, une stimulation de ces micro-organismes, la libération d'enzymes de dégradation, la création de microcosmes favorables à l'humification, donc par exemple c'est les turicules de vers de terre, ou encore la stabilisation de l'humus, par exemple par la production de mucus, donc toujours par les vers de terre. Donc à présent, on va s'arrêter sur les différents organismes du sol qui participent à la dégradation de la matière organique. On va parcourir différents organismes. Et les premiers, c'est les vers de terre qui font partie de la macrofaune et qui se divisent en 3 groupes écologiques. Donc les épigées, les endogées et les anéciques. Les épigées, ce sont ceux qui vivent plutôt à la surface, alors que les endogées, on les trouve plutôt en profondeur. Et enfin, on a les anéciques de plus grande taille qui, eux, parcourent les différents horizons du sol. Pour parler un peu plus de leurs fonctions, les épigées, ils fragmentent la litière et vraiment décomposent la matière organique, alors que les endogées, eux, vont plutôt creuser des galeries horizontales, ce qui va participer à stabiliser les agrégats du sol.
ces endogés vont aussi participer à la dégradation de la matière organique humifiée. Enfin, les anéciques vont eux aussi, comme les endogés, creuser des galeries, mais cette fois-ci verticales, ce qui va permettre d'augmenter la macroporosité du sol, ce qui va permettre à l'air et à l'eau de s'infiltrer dans le sol, mais également, du coup, par ces galeries, amener de la matière organique plus en profondeur, mais également ramener des minéraux à la surface sous forme de turricules. Ainsi, il apparaît que les vers de terre participent à la fertilité des sols selon ces trois composantes, c'est-à-dire physique, chimique et biologique, et qu'il est important donc de retrouver ces trois groupes écologiques dans le sol. Si nous nous intéressons maintenant à la macrofaune, donc dans un premier temps, nous avons les acariens, qui sont des micro-arthropodes très abondants dans les sols et qui sont essentiels au fonctionnement des écosystèmes. Ils participent à la décomposition de la litière et à la régulation des communautés microbiennes. On distingue plusieurs grands groupes, les acariformes, qui sont surtout des décomposeurs, le parasitiforme, qui joue un rôle de prédateur en contrôlant la microfaune, et d'autres groupes comme les prostigmata, qui cumulent plusieurs fonctions. Leurs actions améliorent la fertilité des sols à 3 niveaux, physiquement en fragmentant la litière, chimiquement en stimulant la minéralisation, et biologiquement en régulant les micro-organismes et en maintenant une forte diversité fonctionnelle. Concernant les colomboles, donc ce sont aussi des micro-arthropodes très présents dans la litière et qui jouent un rôle majeur dans le recyclage des nutriments. Ils se nourrissent surtout de champignons et de bactéries, ce qui favorise la décomposition et stimule la dispersion des micro-organismes et régule la croissance des champignons. Des expériences montrent qu'ils peuvent augmenter de plus de 50% la biomasse microbienne, ce qui souligne leur importance dans le fonctionnement biologique. On distingue 3 types selon leur position. On a les édaphiques en surface qui sont très mobiles, les hémiédaphiques entre la surface et les horizons plus profonds, et les eudaphiques en profondeur. Donc, par leur déplacement et leur activité, ils améliorent la microstructure du sol et renforcent le recyclage des nutriments en contribuant ainsi à sa fertilité. Concernant la microfaune, nous retrouvons les nématodes, qui sont des micro-prédateurs très diversifiés et qui jouent aussi un rôle essentiel dans les sols. Ils participent à la transformation de la matière organique, régulent les microbes et contribuent à la minéralisation des nutriments. On distingue plusieurs groupes fonctionnels, les bactérivores qui consomment les bactéries, les fongivores qui influencent les communautés fongiques, les omnivores et les prédateurs qui contrôlent la microfaune, et les phytoparasites qui sont capables d'infecter les racines. Leur action améliore la fertilité de 3 façons. Physiquement, en aérant les sols grâce à leur déplacement, chimiquement en libérant les ions minéraux lors de la digestion, et biologiquement en régulant les communautés microbiennes. Enfin, pour terminer sur cette partie, je vais évoquer les protozoaires qui, comme les nématodes, partagent des fonctions similaires. Donc, tout d'abord, ils régulent les populations microbiennes du sol, à la fois en limitant le développement de certaines populations bactériennes, mais également en favorisant le développement de certaines autres bactéries, comme les nitrobactères qui vont participer à la dégradation de l'azote, mais également des bactéries productrices de polysaccharides qui, elles, vont permettre de stabiliser la structure du sol. De plus, les protozoaires participent au recyclage de nutriments de par leur propre processus de digestion, et notamment pour les éléments azote et phosphore. Ainsi, comme les organismes présentés précédemment, les protozoaires participent à la fertilité des sols selon ces 3 piliers, c'est-à-dire physique, chimique et biologique.
Alors, avec tout ce dont on vient de parler, on comprend bien que le sol est un système organisé et collaboratif. D'abord, la diversité biologique du sol. Un sol, c'est une immense variété de micro-organismes, de microfaunes, de vers, de champignons, de racines, qui coexistent dans un même espace. Ensuite, grâce à cette diversité, le sol va donc s'auto-organiser. Les interactions entre organismes produisent des structures qui permettent la circulation de l'air, de l'eau, de la matière organique de manière cohérente et autonome. Puis vient la complémentarité fonctionnelle. Tous remplissent un rôle différent. Les vers de terre participent à la formation d'agrégats stables et donc une meilleure structure. Les micro-organismes, quant à eux, vont transformer la matière organique. La microfaune vont réguler les microbes. Bref, ils interconnectent leurs fonctions et c'est ce qui permet au sol de fonctionner. Et c'est à partir de là qu'apparaît la notion de redondance fonctionnelle. Dans un sol avec une forte diversité biologique, plusieurs espèces sont capables d'assurer la même fonction. C'est ce qui fait que lorsque l'une disparaît, d'autres peuvent immédiatement prendre le relais. Ce schéma montre qu'à mesure que la richesse spécifique augmente, la stabilité, elle aussi. Les fonctions vont donc se stabiliser, car plusieurs espèces remplissent alors les mêmes rôles, ce qui accroît la stabilité des fonctions de l'écosystème. C'est donc cette redondance qui entraîne la robustesse du système. Cela permet au sol de fonctionner au niveau agronomique, malgré les perturbations liées aux actions agricoles, thème que nous allons aborder dans la table ronde suivante. Et nous vous remercions chaleureusement de votre écoute.